Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Temps Mort Chaud, ton émission 100% basket. Je suis Ali, votre animatrice préférée. Et je suis toujours accompagnée de ma fine équipe. Bon, il nous manque un soldat. Ouais. Angelo. D'Angelo. Hein? On a perdu le meilleur soldat. Je suis D'Angelo. blavé de la life. Ok, Two Guns, parce que faut se rappeler l'épisode de la semaine dernière. Ah ouais, Two Guns, c'est vraiment. Entre Angelo. ramener des pistolets, entre nous casser des stylos. Et je pense qu'il faut une petite semaine de repos, je pense. te Hein. jure, Ouais, ouais, je pense ouais, une petite ouais, semaine de ouais, repos. Mais shout out à Angelo quand même. Il vous embrasse Oui. de là où il est. On le retrouve la semaine prochaine, hein, en tous les cas. Semaine prochaine, normalement, ouais. Semaine prochaine. Normalement, oui. Du coup, à ma gauche, on retrouve Flexstar, le vétéran stylé. Snap Yo, Batman, you know. I'm trying to do my best, yo. Kim, the dream. I'm here for the kids, yo. I'm trying to inspire the next generation. Hein? Mais il y a des gens qui parlent pas anglais. On met des sous-titres, là. J'essaie d'inspirer la prochaine génération, voilà, toujours. Propre sur soi, la petite casquette. Merci. Tu connais. Voilà. Ça va, hein? Ça va, Flexstar? Ça va et toi? Non, ça va toujours, hein. Ça va toujours. Hein. Lunettes, tout ça, petite cravate et tout. Toi aussi, Ali, aujourd'hui, t'es ça. dans un mode, hein? On va arriver à son quart, t'en fais pas. Et arrêtez, hein, commencez pas. Bon, bref, à ma droite, celui qu'on appelle Gucci Mills, le Congolais, le beau. Ça va, Mills? Ça va et toi? Ouais, Tout ouais, ça. Ça va, hein? Oui. Ça va, franchement. On n'a pas à se plaindre aujourd'hui, hein. Une bonne présentation. Oui. Donc, je vais pas à me plaindre. Ouais, super. Et Toi-même, on a Attends, Ali, la grande oh là. Ali, regardez quel style, Oh quelle là là. élégance. Non, mais là, en Bien fait, sapé. là, j'aimerais juste féliciter La styliste la des stylistes. La femme, vraiment, la femme. Shout-out à Sophia, la Sophia. meilleure styliste du game. Soso. Pipi. La meilleure styliste du game, Sophia. On va mettre son Instagram, tout ça. On va mettre ça en barre d'infos. Bah, attendez. Mettez des lunettes de soleil parce que ça brille trop. Attendez. Cette semaine, il s'est passé pas mal de choses. Ah. Même rentrer sur la NBA. Hein? On est passé de star du temps mort chaud, reine du temps mort chaud à WCW. Voilà. Of the S'il vous week. plaît. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui connaissent? Oh. Hein? Mais Woman Crush exprimez-vous. Wednesday. Qui a fait ça? Un jour, je me balade sur BET France. Je vais dans les stories. Je vois voilà, on voit les différents types de femmes qui sont là, des crushs, nan. Et d'un coup, je vois ma partenaire d'émission. Oh. Je me suis trouvé là. Oh. Comment c'est facile? Oui. Je suis posé à côté de la piscine. Je dis, oh là là. Oh là là. Arrêtez! Mais qui est-elle? Donc, voilà, shout out à Ali, Queen Ali. Hein? Voilà. Donc, il fallait donner tes fleurs aussi. Donc, voilà. Reine du temps mort chaud. Et maintenant, tu deviens la queen, même carrément du secteur. Hein, Non, s'il vous tu plaît. dépasses même le temps mort chaud. BT, vous avez créé quelque chose de mauvais. Là, je vais me faire harceler pendant je sais pas combien de temps. Là. Remettez-la encore chaque mercredi, ça va Non, être mais drôle. c'est bien. Là, t'es passé en mode Mohamed Ali. Mais Là, c'est- t'es venu pour. c'est bien. Là, tu rentres dans Non, les. c'est bien, bravo, Faut que merci. tu viennes avec des ceintures, carrément. Tu viens avec les ceintures, hein, voilà, les championnes du monde. Oui. Bref, ce soir-là, on va revenir sur la NBA Cup, la finale. Hein. Très belle finale. Hein. On va parler des Clippers qui galèrent là en bas. Là, en bas, En bas, là. Ouais, en bas là. En bas. De la conférence en bas. là. On va parler aussi des Warriors qui ont un bilan assez pas ouf. Et on va parler des Des chouchous. Hein. ouais, de mes chouchous, mes ennemis en ce moment là. Cleveland. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes prêts? Ah, nous, on est prêts. Hein. On est C'est prêt. parti. Allons-y. Ok, alors parlons de la NBA Cup, ce mini tournoi de la saison qui a fini par une belle finale entre les Knicks et les Spurs à Las Vegas cette semaine. Les Knicks ont remporté le trophée avec une victoire à 124 et 113 points menée par Brunson hein, qui a été élu MVP. Une grosse performance collective hein, avec le Clarkson, Mitchell Robinson et tout, qui ont fait la différence hein, pendant le quatrième quart-temps. Moi, j'ai bien aimé. Hein. C'est leur premier titre NBA Cup, ce qui fait... Enfin, moi, c'est un gros moment quand même. Hein. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas soulevé de trophée, hein, les Knicks. Depuis 1973. Mais Ouais. j'étais Tu encore... vois, à l'époque des chocs pétroliers et tout ça. Qui était né ici, sur ce plateau? Non, toi aussi. Non, c'est une question. Toi aussi. Toi aussi. Ouais. Qui était né ici en 73. Oh, 73, oui. type des âges de- J'étais pas né, hein. Mais bien sûr que Je t'étais crois, pas né. hein, je crois, hein, je suis pas sûr. Mais- Bon, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que
pour vous, une équipe qui gagne la NBA Cup, elle devient automatiquement une équipe de contenders, genre on se dit, le playoff va tout donner. Ou c'est juste la belle histoire, genre pour Vegas. Bah, on est obligé de dire que une équipe qui arrive à battre d'autres équipes dans des matchs coup près et à gagner un tournoi, on est obligé de la prendre au sérieux. Contenders, il se trouve que c'est une équipe qui est bien placée. C'est pas comme si c'était un 8 ou un 10 seed qui arrive à gagner par chance, entre gros guillemets. Ouais. Mais là, c'est une équipe qui est bien placée. C'est une équipe qui a fait demi-finale de conf l'année dernière. Quand tu regardes la globalité de la situation de l'équipe actuelle, avec un bon effectif, qui tourne bien, ils arrivent à gagner un trophée. Et Dieu sait qu'ils en ont pas gagné depuis longtemps. Donc, dans la tête, ce que ça peut créer, etc., comme dynamique positive, honnêtement, là, tu es obligé de dire y a un bail. Que ils vont faire un truc, ils vont être des contenders sérieux pour le titre. Surtout qu'on le disait avant même qu'ils la gagnent. Quand bien même ils ne l'auraient pas gagné, New York fait quand même partie des contenders. Mais là, le fait d'avoir créé quelque chose où ils gagnent ensemble quelque chose, ça redonne un peu de sérieux. Mais de toute façon, la NBA Cup, c'est magnifique. Moi, je l'ai toujours dit. Vous savez très bien sûr. Regardez, mettez les... on se rappelle de ce qu'il a dit juste la semaine dernière. Non, mais depuis le début, je dis depuis le début. Hein. Et toi, Mills? Déjà, premièrement, il n'y a aucune équipe NBA Cup qui a dépassé le premier tour. Enfin, aucune équipe qui a gagné la NBA Cup depuis le commencement en 2023 n'a remporté même un premier tour de playoff l'année même. Les Lakers? Les Lakers, ils avaient perdu contre Denver, premier tour. Premier tour. Et Milwaukee avait perdu le premier tour, c'était contre Indiana, si je ne me trompe pas, l'an dernier. Donc ça ne semble pas de bon augure, on va dire, pour les Knicks. Mais par contre, les équipes qui ont été en finale, d'NBA Cup sont toujours allées en finale. Indiana en 2024, ils sont allés en finale l'année d'après. OKC qui est allé en finale l'année dernière en NBA Cup, ont remporté le titre. Donc ça fait qu'ils ont fait finale NBA Cup et ils ont fait champion NBA. Donc les Spurs, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Sachant qu'en plus le match en question, il y a eu quand même quelques événements qui ont fait que le match a tourné en faveur des Knicks. Oui, malheureusement. Notamment avec la perte de la grand-mère de Wemby le matin même. Parler ça, oui, effectivement. Ouais, le matin même, ce qui a fait qu'il était beaucoup moins dedans. Tu sentais que manque d'énergie, des décisions qu'il prenait en match, c'était pas forcément les bonnes. Beaucoup de rebonds laissés, notamment à Mitchell Robinson, qui a fait que ça a fait la différence entre les Knicks et les Spurs. Donc voilà, c'est deux équipes qui étaient assez... je trouve que c'est équilibré. Hein. Je pense que les deux équipes qui sont à peu près du même niveau. On a beaucoup parlé des Spurs ces dernières semaines, avec le retour de Wemby et même avec leur début de saison qui est excellent quand même. On ne s'en pas aussi bien. Mais je voulais quand même donner un shout-out quand même à OG Anunoby. Oui. Parce que je trouve que ça fait partie des joueurs, quand tu dois gagner un titre, c'est le genre de joueurs qui sont tellement importants. Ouais. Ils vont te faire le sale boulot. Là, il finit meilleur marqueur de la finale avec 28 points. Mais c'est quelqu'un qui est partout. Attaque, défense, le hustle. C'est quelqu'un qui fait le taf de fou. Donc voilà. On sait que Brunson, bien évidemment. On sait que, bien évidemment, même les joueurs comme Josh Hart. Même les joueurs comme Josh Hart qui font le boulot. Ouais. Donc voilà. Très belle équipe des Knicks. Je suis content qu'ils aient gagné quelque chose. Depuis, voilà, ça fait 30 ans qu'ils l'attendent. Et je sais que les fans des Knicks aussi, hein, ça fait très 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 longtemps qu'ils attendent quelque chose à célébrer. C'est pas New York, s'il vous plaît. On vous connaît. Pour le coup, ils ont célébré, mais ça va, ils ont été dans la modération. Et il y a un truc que j'ai apprécié de la part des New York Knicks, c'est que ils ont décidé et ils ont annoncé qu'ils n'accrocheraient pas la bannière de champion de la NBA Cup. Parce que normalement, les champions, tu n'accroches que les bannières de champions NBA. Allez, limite de champions de conférence, mais tu vois, chez les Lakers, par exemple, une grande équipe, ils disaient, c'est que les championships ici. Non, mais NBA Cup, ils l'ont mis, et je suis pas d'accord. Ils l'ont mis, et justement, je crois que Milwaukee aussi, ils l'ont mis. Ils l'ont mis. Mais justement, la question justement, par rapport à ça, je pense que Flexa, t'as déjà commencé à répondre. Du coup, quel est le prestige de la NBA Cup? Est-ce que, du coup, on doit le mettre, ça doit être plafonné? Est-ce que ça doit pas l'être? Est-ce qu'il doit y avoir quand même un petit quelque chose qui montre que tu l'as gagné?
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est comme, par exemple, au foot, on dit que c'est comme la Coupe de France? Comment on différencie quand même le titre de champion NBA Cup? Qu'est-ce que ça représente réellement, en fait? Bah, pour moi, en vrai, la NBA Cup, ça valide une identité, genre une capacité à jouer des matchs avec enjeu. Tu vois, quand tu gères la pression et surtout, ça, comment dire, ça te permet d'être sérieux quand tout le monde te regarde. Hein, vous voyez? Oui. La NBA Cup, pour moi, ok, vas-y, c'est pas une bague, mais c'est pas un porte-clés aussi. Ah, pas mal. Oh, pas mal. Vous avez aimé? Non, pas mal. Ok. Non, pour moi, c'est pas Ok. n'importe I see what you did. C'est pas, ouais, c'est pas n'importe quoi aussi. Enfin, moi, je trouve qu'on devrait un peu plus respecter cette compétition, quand même. Ok. Un petit peu. Alors, c'est... Après, c'est nouveau. Voilà, la compétition nouveau. vient d'arriver, donc il faut Ouais. qu'elle gagne son respect aussi. Ouais. Dans quelques temps, au bout d'une dizaine, d'épopées, tu vois, des trucs de matchs épiques, de séries, etc. On pourra dire, ouais, la NBA Cup, c'est quelque chose. Et pour l'instant, c'est à on lui laisse son la temps troisième ou la de- quatrième? Troisième. La troisième, c'est au bout de Ouais. trois années que la compétition prend du poids. Clairement, entre le fait que les Lakers la gagnent, ensuite Milwaukee, et là New York, machin, truc, ça commence à prendre un peu de poids, mais on sait pourquoi c'est venu. Et c'est comme tout ce qui est nouveau. On a tendance à toujours critiquer ce qui est nouveau, parce que c'est purement marketing et c'est pour essayer de pallier un manque d'implication des Oui. équipes ouais, durant la comment NBA. ouais, ouais. Moi, comme je vous ai dit, la NBA, pour moi, va commencer là bientôt, là, le Christmas Game. Là, tu sens que les équipes, on va avoir des matchs énormes ce soir-là, tu vois ce que je veux dire, Ouais, entre bah, deux c'est tranches de foie gras, on pourra regarder du vrai basket, Ouais. tu vois. Ouais, mais Ouais. c'est ça qui est intéressant, surtout que là, ça fait quoi? On a sur le 1/3 de saison. Là, c'est 1/3 de matchs qui ont été joués, hein. On est quasiment à 30 matchs de saison. Et ça vient justement clôturer justement cette première partie de saison. On va dire ça comme ça. On sait que la deuxième partie de saison, elle est beaucoup tournée entre le Christmas Game, elle se termine à peu près au All-Star Game, qui marque aussi une deuxième séparation de la saison. Et après, la troisième partie de saison, après février, hein, mars, avril, on sait que c'est la course au playoff, c'est justement ça. Et donc, du coup, je pense que la NBA Cup est là pour marquer justement cette première partie de saison, qui on sait que des fois est un peu lente Au début, ouais. au démarrage. Mais en tout cas, pour conclure sur cette NBA Cup, je trouve qu'on a quand même eu des matchs quand même assez intéressants cette saison. Oui. Mais après, faut quand même qu'on parle un peu plus du match en tant que tel. Parce que pour Oui. le coup, toi, t'avais dit quoi? Moi, j'avais dit Knicks. T'avais dit les Knicks? Toi, Ouais. t'avais dit quoi? Non, j'avais dit les Lakers. Non. Non, Non, sur la mais finale. pour la finale. Pour la finale, On a su que c'était. Ouais, oui, moi, j'avais dit les Knicks. j'avais dit OKC, je crois, je sais plus. Non, Je sais plus. Non, entre les deux? Ouais, je sais Il y en a plus, qui avait dit les je m'en Spurs, je rappelle pense. plus. Mais en tout cas, moi, j'avais dit les Knicks. Oh, j'ai dit les Spurs, ouais. Oui, Ouais, oui, t'as j'avais dit les Spurs. Mais sur le match en soi en question, c'est un match qui... les Spurs avaient le match en main. Hein. Pour moi, Ouais. avec un Wemby Optimal, ouais. beaucoup mieux mentalement, je pense qu'ils le prennent. Parce que en fait, il y a pas mal d'erreurs que Wemby a faites qu'il ne fait pas d'habitude. Ouais. Tu vois? Et en plus, l'air de rien, on parle de ça, mais on parle aussi du moment de Jalen Harper. Tu vois, tout le monde a scoré dans ce match-là. Tu sais, comme on le disait déjà dans la review, il y a comme 7 joueurs à plus de 10 points chez les Spurs. Donc c'est quand même c'est constant. Mais malheureusement, en fin de match, tu vois, quand OKC, Wemby a réussi à faire la différence, des paniques clutch, une maîtrise aussi du money time. Une maîtrise des émotions, bien sûr. Exactement. Et là où, c'est justement contre les Knicks, ça a été l'effet inverse, parce que les Knicks aussi avaient la dalle. Faut dire, hein, ils gagnent pas depuis un moment. Il y a une équipe quand même, depuis l'année dernière, ça tourne très bien. Déjà, c'est un 5 majeurs qui se connaissent parfaitement. Donc, dans le money time, on a vu. C'est les money time aussi qui géraient aussi très bien en playoff. Je trouvais déjà l'an dernier. On a vu des money time gérés contre Boston, des money time gérés contre Détroit. Donc, les Knicks dans le money time, c'est comme une équipe qui est à prendre très au sérieux. Et je pense que ça a fait la différence. On le sait, hein, les Knicks sont tournés à 8 avec un Yabusele qui n'a même pas joué, qui n'a même pas joué une minute sur cette finale-là. Par contre, il a pris 530 000. Il a pris 530 000 $. La veille, c'est 30 ans. Ah. Franchement. C'est pas négligé. C'était la veille ou c'était le jour de son anniversaire? La veille. Parce que là, même les mecs qui n'ont pas mis un orteil ont pris 530 000 $ gratuits comme ça. C'est dans la poche. C'est beau. Oui, c'est très beau. C'est-à-dire que l'applaudissement, là, il coûte cher. Hein. C'était payé au prorata de... Non, je crois qu'il a quoi sur la NBA Cup, il a joué quoi, 15 minutes en tout? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, et surtout pour les joueurs justement qui ont des petits contrats.
Ouais, Parce ça, que c'est un l'air de rien, bon faut quand même conseil. rappeler en vite fait que quand tu as un salaire NBA, il y a aussi les taxes, il y a pas mal de choses qui s'enlèvent de ton compte. Non, mais quand tu gagnes un Bah, petit contrat, il faut le dire, il faut non, le dire. quand tu gagnes un contrat, quand t'es le 12e joueur, t'as le plus petit contrat de l'équipe. Généralement, tu gagnes pas forcément des masses. Bah, c'est-à-dire, le minimum, c'est quoi? C'est quoi, 500 000 $? Ouais. Tu gagnes 100 000 $ dans l'année annuelle. Bah, ton train de vie, oui, mais ton train de vie, C'est quand même. ouais, mais t'as un train de vie qui est différent. C'est ça que je veux dire. C'est un train de vie. Après, là, tu craches pas sur 500 000. Ah, LeBron, par contre, 500 000, c'est rien pour lui. Ouais, c'est des. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Gros, ouais. C'est surtout pour ces joueurs-là. Mais c'est sûr, parce que. Un Town, ils ont quasiment contrat max. Oh, non, mais Ouais, sûr. Non, non, évidemment. T'as des mecs qui sont 1 ou 2, 3, 6 millions de dollars, et effectivement, 500 000, ça fait du bien parce que, comme tu le dis, New York, c'est très, très cher. Los Angeles, en termes d'impôts, c'est incroyable. Ouais. On se croirait en France. Non, mais c'est, ça fait partie, effectivement, des choses qu'il faut prendre en compte. Et comme on dit, hein, que ce soit pour l'All-Star Game ou je sais pas quoi, mettez de l'argent, ça motive les joueurs. Oui, Mine de bien rien, sûr. Ah oui. les mecs ont beau prendre des millions, l'argent, ça reste quelque chose de motivateur, même à ce niveau-là. Ah, Mais, ouais. pour revenir sur le match en tant que tel, comme tu l'as dit, à la fin, c'est la maîtrise des émotions qui a fait la différence. Et Jalen Brunson, moi, je tiens à lui lever mon chapeau encore une fois. Je lève pas parce que sinon, vous allez encore rigoler. C'est que tu sens il gagne en expérience lui aussi par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière quand ils ont perdu dans des moments clutch. Quand Indiana ont pris le match à quelques secondes de la fin, etc. Ils apprennent. Indiana. Et là, vas-y, venons, on se calme. Effectivement, Wemby était un petit peu en dedans, mais Vassell, Castle et tout, ils ont fait le taf. Ils étaient agressifs jusqu'au bout. Et à la fin, Jalen Brunson, voilà, qui met des shoots clutch. Et Towns aussi, qui a été performant. Oui. Tu sens, tu sais, c'est bizarre de dire ça, mais des fois, tu sens que l'équipe va gagner. Oui. Parce que tu vois sur leur visage, tu vois la détermination, tu vois dans les prises de balles, comment ils défendent, les stops défensifs qu'ils arrivent à mettre et tout. Tu sais que, allez, pour vous, normalement, les gars, si vous les connaissez pas, c'est vous qui le prenez. Donc, 124-113, ils n'ont pas mis 20 points, mais c'est quand même significatif, quand même, dans un match coup près comme ça, et ils l'ont pas volé. Et c'était écrit, l'histoire, ce qu'on avait dit. Ce qu'on avait dit. Le mec sait plus parler français. Ce qu'on avait dit, New York, ils avaient besoin de gagner un petit truc. Donc, tu voyais la hype qu'il y avait sur le moment, même le lendemain avec les Stephen A. Smith, les Spike Lee, et tout. Ils ont célébré. Mais dès le lendemain, bon, c'est bon. C'est qu'une NBA Cup, on va pas... De toute façon, il y a le championnat qui est plus important. Ouais, bah. Mais j'aime bien le fait que les mecs, quand même, modernes, moi, on aurait tous pu penser que New York, ils allaient tous devenir fous, casser la rue, on a gagné un titre, etc. Parce qu'on les connaît, les supporters de New York. Hein. On les connaît. Et les supporters de Cleveland, alors? On en parlera plus tard. On en parlera. Ouais, donc maintenant, parlons des Clippers. Hein. Là, c'est chaud. C'est chaud. Hein. Moi, cette saison, ils sont à 7 victoires pour 21 défaites. Et ils sont 13e de la conférence. Ouais, c'est très, 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 très bas. Habituellement, une équipe qui vise le haut du tableau, genre les Clippers, pour moi, ils ont fait un choix ambitieux en ramenant des gens et tout. Mais pour le moment, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Quand tu es une équipe avec des stars là sur le papier, t'es presque la deuxième pire de ta conférence. Tu te poses des questions. Alors, t'es là, mais moi je me pose la question, est-ce qu'on doit tout casser en vrai? Est-ce qu'on doit tout casser? Est-ce que ce genre de situation, ça appelle à un changement de coaching, de système ou même de roster pour repartir du bon pied? Vous en pensez quoi? Dans tous les cas, moi, je vais mettre une petite parenthèse. C'est que la veille de cette émission-là, les Clippers étaient à 6-21. Il n'y a que les Lakers. Voilà, il n'y a que les Lakers qui ont réussi à perdre contre ces équipes nulles que sont les Clippers. T'es dur sur tes mots. Bon, après, il y a eu les blessures. 2 petites secondes, s'il vous plaît. Oui. Mills, je t'interromps 2 secondes. Ouais. 2 secondes. On a un fan qui nous appelle sur notre hotline. Un grand fan. Un grand fan que tu connais bien, Ali, que tu connais bien. On connaît tous bien. Même. Vas-y. Allô, qui est là? Oui, allô? Monsieur? Et je suis bien.
Je suis bien sur le temps mort chaud. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Qui est-ce? Ah, non, mais franchement, vous êtes mon podcast préféré, les amis. Hein. Je vous avoue que Merci. aucune vidéo, aucun podcast. Angelo Tsagarakis, comment allez-vous, cher monsieur? Ça va très très bien. Je suis à des milliers de kilomètres, mais mon cœur et mes pensées sont avec vous, comme vous pouvez vous y attendre. Donc j'espère que l'émission se passe bien. Écoute, tout se passe bien. On a débriefé un petit peu. C'est bizarre. Personne s'énerve. Les stylos sont en sécurité. Oui. Pas de pistolet sur nous. Bon, apparemment, ça a débriefé des Knicks et ça va débriefer des Clippers, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Bon, on a dit que voilà. Bon, au niveau des Knicks. Voilà. Ton impression rapidement là. Vous pensez quoi du fait qu'ils ont pris la décision de pas mettre une bannière de champion de NBA Cup dans les travées du Madison? Ben, on en a parlé. On a dit que c'était très bien, que c'était des gens très très raisonnables. Oui. On n'a pas l'habitude que les New-Yorkais soient autant raisonnables, mais belle surprise. Donc le fait que les Lakers aient mis non, je ne vais pas sur ce sujet-là. Non, mais tu peux, mais moi je suis pas d'accord avec les Lakers là-dessus. Même à distance. Et Kobe, son vivant, n'aurait jamais permis que ce genre de choses arrive. Je sais bien. Bon, les Clippers, toutes les larmes et toute ma sympathie pour les supporters des Clippers. Je suis désolé les amis, hein, mais. Ah, il y en a. Mills avait prévenu qu'il allait vous attraper par le col. Hein. Oui, merci. Il a dit, c'est vrai. Merci. En tout cas, on peut dire que t'es absent pour des raisons professionnelles, parce que tu es entraîneur, ancien sélectionneur, en plus de toutes tes autres casquettes. Donc ça se passe bien au niveau des jeunes. C'est fort possible que je sois nouveau sélectionneur bientôt, mais ça, c'est un scoop dont on parlera peut-être plus tard. Voilà. Je ne peux pas divulguer pour le moment, mais voilà. Bientôt, on verra Angelo Tsagarakis sur un banc, en train de s'agiter, en train de dire à des joueurs, en train de dire à un joueur de 40 ans, reviens, et de le voir discuter avec le banc adverse à moins 26. Wow. Je vais être comme Spanoulis, je vais participer aux entraînements, vénère que les mecs ils fassent pas les bonnes lectures, tu sais. Non, mais exactement. Bon, écoutez, je voulais juste vous donner de la force. Je vous avoue que j'avais le cœur qui piquait un peu de pas pouvoir participer aujourd'hui, mais je sais que vous faites le boulot. Je vous embrasse et j'ai hâte de voir l'épisode. Okay. On t'embrasse. Bisous. On t'embrasse, Angelo. Merci beaucoup. Ceux qui voulaient attraper la veste d'Angelo, faudra attendre la semaine prochaine. Malheureusement, aïe. Il est pas là. On t'embrasse, à bientôt. Ciao. Merci. Allez. Bye. Ciao. Bon, vous avez vu, on fait des duplex maintenant, carrément. Ouais, ça, c'est bientôt, un bon bail. Je ferai appeler Donovan pour toi. Vas-y, moi. Là, j'aime. J'ai 2-3 relations, il t'appellera, il dira, hey, Harley. You talk a lot about me. Yeah, I just want to say what's up. How you doing, girl? Ou tu vas entendre who's talking to? Hein? Tu verras que Coco Jones, ça va dire ouh, hein? Où est she? Twinish, ma twin. Du coup, je vous repose ma question. Mills est en train d'enchaîner sur les Clippers, effectivement. On peut... écoutez, comme je l'ai dit, hein, voilà, les Lakers ont réussi à avoir le rôle de tocard cette fois-ci. Toi, t'es dur, hein? Mais 6-21, tu perds contre les Clippers. Tu ne peux pas perdre contre les Clippers, pas cette année. Voilà, on sait. Ouais. Maintenant, on va revenir sur les Clippers parce que on en avait parlé parce qu'on parlait de Chris Paul. Oui, la gestion de Chris Paul, etc. En plus, il y a des nouvelles informations qui sont sorties, hein, comme quoi déjà, entre parenthèses, les remplaçants bottent le cul des titulaires très régulièrement à l'entraînement. Oui. Donc, c'est terrible. C'est souvent le cas. Mais ça, et il y a ça. Je vois aussi les Clippers sont quand même la 28e meilleure attaque. Donc, c'est-à-dire que c'est la 3e pire attaque de la ligue. Quand t'as James Harden et Kawhi Leonard dans son équipe. Merci. Pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. La saison que rentrent faire les Clippers, Tyronn Lue, depuis que LeBron lui a donné un titre, je sais pas pour qui il se prend. Il se prend pour un joueur, un coach de grande renommée. De base, on se souvenait de lui juste parce que Iverson est passé par-dessus lui. Tyronn Lue avant 2016. Tyronn Lue avant 2016, on se souvenait de lui pourquoi? C'est vrai. Oui, moi je suis d'accord, tu sais, quand on en parle comme un grand coach, je dis. C'est pas un grand coach. Je sais pas, on a vu des grands coachs. Voilà. C'est pas ça. Hein. Il y a pas d'adaptation. Il y a aucun changement. Ils perdent. Il y a des séries comme de 6 défaites, 5 défaites. On n'est même pas au mois de janvier. T'as déjà perdu 21 fois.
En équipe, moi, j'avais déjà dit au début de saison, j'avais dit, moi, les Clippers, ça fait partie des équipes que je ne lâcherai pas parce que pour moi, ils ne peuvent pas rater une saison. Ah oui. Ils ont voulu prendre un effectif vieux. Donc, ils ont à peu près la moyenne d'âge est assez élevée. Je crois que c'est l'équipe la plus vieille de la ligue. Ouais. Tu fais ce pari-là. Tu perds franchement, ils perdent aujourd'hui contre n'importe quelle équipe de la ligue. Ils peuvent perdre contre Atlanta, ils peuvent perdre contre Utah, comme ils peuvent perdre contre Charlotte pour moi. Pour moi, les Clippers, je suis désolé. Il y a un manque. James Harden qui tenait l'équipe à lui tout seul. Kawhi Leonard qui miraculeusement fait une saison, il joue comme des matchs. Je crois qu'il a pu jouer déjà la moitié des matchs, si je me trompe pas. Kawhi a joué combien de matchs cette saison? Après, c'est clairement plus le Kawhi. Il a joué 18 matchs. Oui, c'est plus le même Kawhi. Mais je suis désolé, mais ça veut dire, mais il est quand même à 25 points de moyenne. Bien sûr. Il est quand même à 25 points de moyenne. Pour moi, il faut tout casser. Et ça va prendre du temps parce que, évidemment, les Clippers n'ont quasiment pas de choix de draft parce qu'ils ont tout donné à OKC. Les seuls gagnants de cette histoire-là, c'est OKC. Parce que plus les Clippers font de la merde, plus OKC prend un choix de draft plus élevé. Les Clippers, ça, c'est catastrophique. C'est vraiment, moi, je mâche pas mes mots. Catastrophique. C'est l'équipe qui me déçoit le plus cette saison. On va en parler des autres équipes qui me déçoivent le plus un peu plus tard, mais les Clippers, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien. Je suis d'accord. Vous regardez les Clippers, dis-moi dans les commentaires, dites-nous quelque chose de positif sur les Clippers. Parce que vraiment, moi, je ne trouve pas. À part Harden qui sera All-Star, défensivement, c'est bof. Offensivement, je n'en parle même pas. Tyronn Lue, voilà. Il y a eu l'affaire Chris Paul. C'était de la chose dont on parle le plus depuis le début de saison. Je te jure. Ouais. Voilà. Donc, catastrophique. Et pour moi... Ali, t'en as vu là-dessus? Moi, est-ce qu'il faut tout casser? Pas forcément, mais est-ce qu'on doit faire comme si de rien n'était? Vraiment pas. Sûrement pas. Sûrement pas. Pour moi, le problème des Clippers, c'est pas juste le talent individuel, c'est l'absence de cohérence globale. Genre, c'est qui le leader? C'est qui? Je sais pas. C'est quoi l'identité défensive? Il n'y en a pas. Et à quoi ressemble leur attaque quand ça va pas? On sait pas. Ça, c'est des questions qui sont floues, genre aujourd'hui. Et pour moi, quand tu sais pas t'es qui sur le terrain, là, c'est que le problème, il est plus profond. Genre, il est plus profond que ça. Donc, ouais, ok. Pour moi, il faut chercher un vrai reset stratégique. Genre, faut chercher un vrai truc. Faut pas tout exploser, hein, faut pas tout jeter quand même parce que il y a des grandes stars quand même dedans. Mais faut arrêter de bricoler. Faut arrêter de bricoler parce que là, en fait, on bricole sur un effectif qui est censé être sérieux. Oui. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, sauf que le problème avec le truc de tout casser, ils n'ont pas trop de choix en fait, parce que dans 1 ou 2 ans, la moitié de l'équipe elle prend sa retraite. Un Batum, c'est sa dernière saison, je crois que c'est une de ses dernières saisons. Bogdanovic, il va pas rester longtemps. Un Kawhi Leonard, il va pas faire 5 ans en NBA. Un James Harden, il va pas faire 5 ans non plus. Enfin, peut-être qu'il va faire 5 ans, mais il avance quand même. Ça, c'est des joueurs qui arrivent vers leur 15e saison. Ouais, tu vois, James Harden, il a combien de saisons? James Harden, il a plus de 15 saisons. Kawhi, il doit pas être loin. Bah. Tu vois. Alors, si vous me permettez. On te permet, moi, je suis un Lakers, donc j'aurais pas des mots très élogieux envers le droit. Oui, on n'est pas là pour il y a des joueurs et des coachs et assistants coachs que je respecte. Néanmoins, là, il faut dire la vérité sur cette franchise. Le problème de cette franchise, c'est presque spirituel. Et les grands mots. C'est comme le pasteur qui avait dit il y a un sorcier au PSG. Il y a un sorcier. Pasteur Douglas. C'est spirituel. Il y a un démon là-bas. non, mais plus sérieusement, en fait, il y a le problème, c'est toujours comme dans tout. Il vient toujours de la direction. Oui. Steve Ballmer, c'est un mec de Microsoft, un multimilliardaire, il n'y a pas de problème, il a plus d'argent que moi et tout. Sauf que d'un point de vue basket, je ne sais pas s'il s'y connaît. Et pour moi, tous ses choix ont été Bresson depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il a récupéré les Clippers. Et on se souvient même de Donald Sterling, l'ancien propriétaire qui était un raciste, voilà, sans nom. On se souvient de l'affaire dans laquelle, avec Magic, blablabla, les propos racistes qu'il avait tenus, etc., qui avait amené à la vente des Clippers à Steve Ballmer, etc. Donc, pour moi, c'est une franchise qui est maudite depuis très longtemps. C'est les petits frères des Lakers qui jouaient dans la même salle, etc. Quand un grand frère qui joue dans la même salle que toi, avec un passé aussi glorieux et des titres, etc., en veux-tu, en voilà, c'est-à-dire que tu lèves la tête, il y a des bannières de tous leurs joueurs, de tous leurs trucs. Les Clippers n'ont aucun maillot retiré. C'est chaud. C'est une dinguerie. C'est compliqué. C'est que ils ont eu des effectifs
un peu sexy par le passé, mais ils n'ont rien accompli. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord. Donc, très compliqué. Donc, Steve Ballmer arrive, on dirait un enfant des fois. Tu sais, quand il se comporte, comment je le vois et tout, on dirait un enfant. C'est-à-dire que t'es un milliardaire, comportement toi aussi, dans tes choix, dans tes trucs. Tu sens pas de la maturité dans tes trucs. Et ça veut peut-être rien dire, parce que Jordan, il avait une équipe et il a fait n'importe quoi en termes de choix, d'effectifs, de machin, de trucs. Donc voilà, ça veut peut-être rien dire. Mais là, le truc qui est bien sur les Clippers, le seul truc qu'on peut dire qui est bien, c'est leur salle. Voilà. Ils ont une belle salle, ils ont un truc, ils se sont émancipés de la présence des Lakers, des trucs. Ok, c'est bien, ils ont une salle à eux. Mais sur la construction du roster, du front office et tout, pour moi, c'est que des mauvais choix depuis le début. Donc Steve Ballmer, il arrive. Il prend Tyronn Lue direct. C'est qui le coach avant? C'était Doc Rivers. C'est Doc Rivers. C'est Doc Rivers. Donc, un tocard sans nom aussi. Allez, déjà, c'est Doc Rivers, votre coach. Je comprends pas. Enfin bon, bref, ils ont fait ce qu'il a fait, que Chris Paul, tout ça. Vas-y, ok. Mais t'arrives, que tu veuilles absolument prendre Tyronn Lue, comme si Tyronn Lue c'était Phil Jackson. Je comprends pas. Là, si on fait un truc juste sur les coachs, moi, actuellement, là, parce qu'il y a des gens qui mettent Tyronn Lue comme un des coachs all-time et tout. C'est toujours pareil. Il y a un coach qui prend un titre. Je vais pas dire que c'est de la chance, mais LeBron ou Kyrie est 50 milliards de fois plus important que Tyronn Lue dans le titre de 2016. C'est clair. Ah oui, lui, ça, c'est il va clair. manger je dis pas qu'il est pas important, parce qu'il faut respecter quand même le métier de coach, mais lui, il va manger sur ce titre-là, et on le met comme un coach all-time, alors que, désolé, non. Actuellement, là, en tant que coach NBA sur les coachs actuels, que je mets devant Tyronn Lue, je mets Joe Mazzulla. Ouais. Parce qu'en termes de pattes, en termes de ce qu'il propose sur le terrain, en termes de tactique et tout, je vois beaucoup plus de choses chez les autres coachs que chez Tyronn Lue. Et c'est même le problème qu'il a rencontré avec Chris Paul. Mike Brown, même si j'aime pas, je lui accorde un petit peu plus de pattes, pas artistiques, mais de pattes créatives qu'à Tyronn Lue, qui laisse beaucoup de liberté à ses joueurs, etc. Bon, bref. Je mets Nick Nurse devant, je mets Billy Donovan devant, je mets Rick Carlisle des années-lumière devant. Je mets pas Doc Rivers, non. Je mets Eric Spoelstra devant. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y en a d'autres, hein, les Quinn Snyder, etc. Je trouve que ces mecs ont un truc. Quand tu vois leurs joueurs jouer, tu sens que c'est lui qui les coach. L'effectif des Clippers actuels, il y a Bradley Beal, il y a James Harden, il y a Kawhi Leonard, il y avait plus Chris Paul, il y a Kobe Sanders, il y a Derrick Jones Jr., il y a Quinn Dunn, il y a Ray Dennis, il y a Bogdanovic, il y a Brook Lopez, il y a Cam Christie, il y a Yannick Conan Niederhauser, John Collins, Jordan Miller, Kobe Brown, Nicolas Batum, Ivica Zubac. Il y a de quoi faire quand même. Oh oui, tellement. Quoi faire. Un bon vivier. Mais, tu vois, Ivica Zubac, c'est pour ça qu'il les a attrapés. Non, mais c'est pour ça que t'as eu raison. Quand sur le papier, au début, des gens disaient attention, si Kawhi revient, peut-être que les Clippers peuvent faire quelque chose. Surtout qu'on voit que sur les dernières années, là, le meilleur joueur des Clippers, en vérité, c'est James Harden. Enfin, depuis les 2 ans qu'il y est là. Même si à Philly, c'est n'importe quoi. Quoique, à Philly, il jouait bien, mais c'était plus le James Harden de Houston. Exactement. Mais, pour moi, je finirai là-dessus, le problème des Clippers, il se résume à la relation entre 2 personnes. Steve Ballmer et Kawhi Leonard. Le problème des Clippers, la nouvelle génération, avec Steve Ballmer, qui a beaucoup d'argent, donc aurait pu faire des gros investissements, le problème pour moi, c'est dès qu'ils ont fait le trade all-in sur Kawhi. Parce que Kawhi, pour le séduire, Kawhi, il y avait moyen qu'il aille aux Lakers. Donc, il n'a pas voulu par rapport à LeBron, par rapport à ceci, cela. Et maintenant, on sait qu'il y a eu un dessous de table. C'est pas moi qui le dis, voilà, c'est avéré. Il y a une société écran ou je sais pas quoi qui a payé avec un faux contrat de pub Kawhi qui s'arrête comme par hasard le jour même, le lendemain d'un éventuel trade de Kawhi. Donc c'est un truc en dessous de table qui a été dénoncé par l'NBA. Il y a une enquête dessus et tout ça, c'est un truc qui est en cours. Kawhi, quand il vient, il a des exigences. C'est lui qui demande à faire venir Paul George. On sait ce que ça a coûté aux Clippers de faire venir Paul George. Se séparer d'un jeune qui est très bon, qui s'appelle SGA, plus beaucoup de tours de draft, etc. Kawhi, il y a pas mal d'exigences par rapport à ça. Les Clippers le payent encore aujourd'hui, encore l'année prochaine et encore l'année d'après. Ouais, terrible. Kawhi, il est venu étant blessé.
il n'a pas beaucoup joué, il coûte énormément d'argent, c'est-à-dire que le retour sur investissement sur Kawhi, là, il est catastrophique. Tu vois, et tu auras donné, je sais pas combien d'années de l'avenir de ta franchise à ce mec-là. Heureusement que James Harden est là pour essayer de retenir l'équipe, mais l'effectif, il est vieux. Vous avez essayé de faire venir Westbrook, même si je l'aime pas, je reconnais que c'est un très grand joueur, qu'il avait des choses à apporter. Mais est-ce qu'il a trouvé sa place? Ah, on sait pas. Chris Paul, qui est venu, on a vu que l'embrouille pour laquelle il part, c'est qu'il embrouille Kawhi. Il lui dit, mais Kawhi, t'arrives pas, comme tu l'as dit là d'abord, t'arrives pas à tenir Klay Thompson, qui est Klay the Stallion maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et on voit que Kawhi, c'est plus Kawhi. Donc, effectivement, je pense qu'il est temps de tout casser, parce que là, t'as un Bradley Beal quand même qui truc. Ils avaient fait venir l'année dernière, il n'y a pas de truc. Paul Wall. Pas Paul Wall. John Wall. Non. John Wall. Paul Wall, c'est depuis Paul Chance. Non, John Wall, c'est des années avant. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire venir des gros scoreurs, etc., etc. Mais est-ce que c'est ça dont les Clippers ont besoin, c'est beaucoup plus profond. Après, on sait que les franchises, enfin, juste pour conclure, les Clippers n'ont jamais été une franchise de la gagne. Mais en fait, le problème, c'est que là, en fait, ils peuvent pas se permettre de foirer parce que s'ils foirent, c'est OKC qui récupère tout. Tu sais, normalement, tu as une saison, tu dis, vas-y, tu veux tanker, tu veux prendre des choix de draft, tu ne peux pas le faire parce que tu as très, très mal géré. Et donc tu as tout donné à OKC. OKC fait que de se renforcer déjà qu'ils sont champions en titre. Ensuite, tu gâches la sortie d'une de tes meilleures légendes avec un comportement grossier. Voilà, un comportement grossier avec... voilà. On a une équipe des Clippers qui était la 3e, 4e meilleure défense de la ligue l'an dernier, et là qui est la 15e. Donc déjà, voilà. Donc on arrive à un moment où, qu'est-ce qu'on fait chez les Clippers? On tank, mais si tu tankes, tu gagnes rien. On essaie de changer 2-3 petits trucs. Hein, tester 2-3 petits trucs pour voir si ça va changer. Pour moi, ils sont dans un bordel complet. Kawhi, il va pas rester très longtemps pour moi. Et il faut vite qu'ils se ressaisissent parce que s'ils se ressaisissent pas, c'est même pas les play-in. Encore là, aujourd'hui, on a dans un temps où tu peux jouer les play-in quand tu finis 10e. T'imagines quand il n'y avait pas les play-in, c'est-à-dire que tu jouais 10e, c'est-à-dire qu'au bout de même fin mars, on te calculait même plus, tu étais déjà à Cancun. Ouais, ah ouais, tellement. Donc voilà, saison de merde pour les Clippers. Et je sais pas s'ils vont réussir à faire pire, mais eux, ils me déçoivent pas. Tu sais que ça soulève une question là. Qui veut y aller? Personne. Mais personne. Genre là, parmi toutes les stars ou superstars là, qui veut aller aux Clippers là? Non, personne. Surtout que t'as les Lakers à côté. Tu vas faire quoi là-bas? Oui. Non mais c'est parce que il y a, j'ai parlé des impôts, mais ça joue. Il y a plein de mecs qui veulent pas aller à Los Angeles pour cette question-là aussi. Tu vois, les mecs qui sont pas à des contrats max, et quand même ceux qui sont à des contrats max, tu vas là-bas, ça joue pas l'effectif, machin, les résultats et tout, et en plus tu es allumé par les impôts. Ouais. Pas fou. Hein. En tout cas, les Clippers. Bof, hein. Bof. Catastrophique. Bon, fan des Clippers, si vous nous regardez. Désolé, mais c'est la vérité. Là, pour le coup, c'est objectif. Hein. Je pense qu'ils sont même plus énervés que nous. Hein. Ouais, je pense. Facilement. Bref, là, on va parler des Warriors qui ont un bilan équilibré, mais c'est un peu bizarre. On a 14 victoires, et 15 défaites. Moi, c'est pas bizarre, mais voilà, on parle quand même d'une équipe qui a dominé une grande partie de la décennie. Dernière, ouais. Qui se retrouve dans une zone un peu bizarre, là, parce que on a Stephen Curry qui sort encore des soirées de folie, des trucs de ouf. Mais mais vas-y, c'est un manque de cohésion, hein, je trouve. Hein. T'as les Narcisson Good qui sont grave frustrantes. Moi, j'ai une question. Est-ce que on est encore dans un cycle où on peut se dire, ouais, les Warriors peuvent remonter, on est quand même dans un truc sérieux, où on se dit, dès maintenant, c'est mort? C'est compliqué parce que les Warriors, déjà, il y a un problème. C'est que moi, je pensais avec le retour de Steph, ça allait repartir de plus belle. Steph, le premier match, il revient à 39 points. Il arrive après 48 points. Tu perds contre Minnesota, à la limite, je peux comprendre. Tu mets 48 points contre Portland, tu n'arrives pas à perdre contre Portland. Portland, on sait que c'était une équipe qui a fait fort au début de saison, qui ont battu des grosses équipes. Mais quand ton meilleur joueur met 48 points, tu peux pas te permettre d'aller perdre à Portland, tu vois. Ouais. Surtout que là, c'est un bilan négatif, là, où à l'heure où on parle, ils ont un bilan négatif, 14-15. Il y a un gros problème dans cette équipe. On sait pas. En fait, l'équipe, on comprend pas.
On sait pas s'ils veulent jouer le titre. On sait pas s'ils veulent jouer les playoffs. Steph Curry, l'air de rien, l'horloge commence à tourner pour Steph, hein, parce que je pense que 37 ans. Ouais, et je pense qu'il veut sa dernière, il veut quand même une second bague. On sait que c'est important pour lui parce que aujourd'hui il joue la Legacy, hein. Clairement il joue la Legacy. On va le placer parmi les meilleurs joueurs de l'histoire. Cinquième bague, ça voudrait dire aussi son concurrent direct dans les années 2010, c'était LeBron. T'as une bague de plus que LeBron, donc forcément tu vas pouvoir faire parler, excuse-moi. Et le problème c'est que Steph sur le terrain, on n'a pas grand-chose à lui reprocher, hein, pour un mec de 37 ans, 28 points de moyenne, etc. Moi, je commence à taper du poing déjà sur Jimmy Butler. Parce que il peut pas se permettre de faire ce qu'il faisait à Miami. Oui. C'est-à-dire que comme Miami, il y avait une équipe qui était assez très, très collective. C'est-à-dire que comme Butler, il se donnait pas beaucoup en saison régulière, mais qu'il donnait en playoff, ça pouvait être suffisant. Là, c'est la conférence Ouest, les gars. C'est la conférence Ouest. Ça veut dire que quand Steph n'est pas là, toi, tu dois tourner à 25-30 points de moyenne. Ouais, facile. Tu vois, il en est capable. Je dis ça parce qu'il en est capable. Il doit tourner autour de ces eaux-là. Là, il le fait pas. Il tourne quand même à 18 points de moyenne, 19 points. C'est pas assez. Un Jimmy Butler il est beaucoup plus agressif. Là, on le voit, ils ont battu Phoenix avec un Butler qui fait un bon match. Qui fait un match il doit faire un match à 25 points. C'est ce qu'on attend de lui. Moi, je suis dans l'entre-deux. Moi, j'ai aussi Kuminga. Oui. Vous voulez pas le faire jouer, vous voulez pas donner un rôle majeur dans cette équipe-là, alors qu'il a déjà montré plusieurs fois qu'il était capable d'amener à cette équipe-là de Golden State. Mais apparemment, Steve Kerr ne fait pas confiance. Apparemment, je sais pas vraiment ce qu'est le réel problème. Très bizarre. Voilà. Donc apparemment, il y a un divorce qui est connu entre les Warriors et Kuminga, mais je pense que dans cette équipe-là, c'est quelqu'un qui aurait pu apporter largement. Surtout avec un Steph qui a été blessé pendant un petit moment. Il manque ces joueurs-là qui puissent apporter en dehors de Steph et Jimmy Butler. Je sais pas s'il y a encore cette polyvalence aussi défensive des Warriors qui a fait que justement les Warriors étaient quand même une des meilleures équipes de la ligue. Là, ils sont 6e meilleure défense de la ligue, d'accord. Ça défend plutôt bien, un peu moins bien que des dernières années. Ça défend plutôt bien, mais t'es 23e meilleure attaque. Quand on sait que les Warriors de base, c'est une équipe qui est très offensive et qui donne quelque chose. Je vais pas parler de Draymond Green parce que on a déjà parlé de lui. Parce que c'est un Zoba. Hey! Oh, Benyama, vraiment. Maintenant c'est Lingala ici qui prend. La CAN va commencer, les gars, supporter le Congo, entre parenthèses. Du coup, entre parenthèses, c'est une petite parenthèse que je donne. T'as le droit. Merci. Donc, cette équipe des Warriors doit absolument changer les choses. Là, c'est pas catastrophique parce qu'ils sont 8e. Ouais. Et parce qu'il y a des équipes qui arrivent à faire pire que les Warriors. Mais ils vont voir se réveiller très vite. L'année dernière, ils ont perdu contre Minnesota en demi-finale de conf. Parce que Steph se blesse. Le premier match, on sait que c'est compliqué si Steph se blesse pendant les playoffs. Mais là, je suis désolé. Il faut se réveiller le plus rapidement possible parce que c'est catastrophique. Il y a certains matchs que je trouve vraiment très, très bancal de la part de Warriors. Et je sais pas si vous avez vu, il y a un fan qui a envoyé une lettre au GM. C'est pas Bob Myers, je me suis plus le GM des Warriors, et que justement ça a été publié en disant qu'il était fatigué de voir ça. Supporter ces Warriors-là, c'est compliqué, surtout quand tu as été habitué à voir des Warriors, tu lèves à 4h du matin, c'est les Splash Brothers, c'est des titres, c'est du beau jeu. Donc, Steve Kerr, il y en a qui considèrent Steve Kerr comme une fraude. Là, il a un challenge. Ouais, voilà. Il a un challenge. C'est de trouver les ajustements pour faire redorer cette équipe-là des Warriors, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Ok. Clairement, on est très très déçus. On pensait qu'ils avaient fait venir playoff Jimmy. En fait, ils ont fait venir play-in Jimmy. Jimmy Butler, en fait, je pense qu'il nous a bluffé. Il a eu son prime, mais je pense que ça y est, c'est fini. Ni dans la tête, ni dans les jambes, il est plus dedans. Parce que, tu vois, cette agressivité, ce mordant qu'il avait à Miami, là, je pensais que c'était Jimmy Butler, mais enfin, on se rend compte que c'est plus Miami que lui. Parce que Miami, ils ont eu des moments difficiles, mais tu sens qu'il y a toujours ce truc-là. Et là, je sais pas, on dirait qu'il est désolé d'être là, ou il a trop fait allégeance derrière Steph Curry, qui est clairement le patron de l'équipe, mais pour moi, ils sont en train de gâcher la fin de carrière de Steph Curry. Ah, tellement. Parce que normalement, là, tu fais en sorte de mieux l'entourer pour qu'il joue dans des chaussons. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de cavaler les trucs, juste on essaie de faire en sorte de te mettre dans les meilleures conditions pour te permettre d'aller prendre une bague ou deux.
bon, moi, je crois pas en Steve Kerr et tout. C'est un long débat, mais voilà. Moi, je suis team Mark Jackson et tout. Je reconnais Steve Kerr. Je lui donne son crédit, évidemment. Mais pour moi, c'est pas un grand coach. C'est un bon coach, c'est pas un grand coach. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les Warriors, pardon, lapsus révélateur. Pour moi, il y a un problème, déjà, dans leur effectif. Oui. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'ils ont fait leurs épopées, qu'ils ont pris leur titre et tout, c'est quand ils avaient, même si c'était pas une raquette qui mettait beaucoup de trucs, ils avaient une raquette solide. Tu vois, les Azer Pachulia ou des trucs, tu vois, ils avaient des intérieurs moches, là. Tu vois, les intérieurs moches, mais puissants, qui protègent la raquette et qui te donnent une assise défensive, certaine, avec un Draymond qui pouvait se déplacer, etc. Et en plus, même Steph Curry, il a augmenté en défense, etc. Le fait, là, je regarde leur roster, je regarde à l'intérieur, il y a que dalle. Vous êtes parti prendre Al Horford qui a 79 ans. C'est fini. Il a fait ses beaux jours à Boston et tout. Boston, ils arrivaient à faire en sorte de le maximiser. Mais là, je regarde. L'effectif me fait flipper. Il y a ce problème avec Kuminga qu'ils n'ont pas voulu payer. Et que on veut pas, on prend Wiggins, après on prend truc, après Clay, on veut pas le payer, mais après Clay, après il veut pas, après il part à un truc pour une somme. Enfin, il y a un truc bizarre. Et pour moi, clairement, il y a un joueur, c'est toujours comme ça. Il y a à une décision près, vous prenez ou la pilule bleue ou la pilule rouge. Une décision près peut changer carrément le futur de la franchise. Ouais. Et pour moi, à un moment donné, fallait séparer de Draymond. Quand il y a eu l'affaire avec Jordan Poole, clairement, Jordan Poole, il s'inscrivait dans ce futur de la jeune star qui va venir, qui va mettre ses points, etc., etc. Ouais. Jordan, depuis cet incident entre Jordan Poole et Draymond Green, Jordan Poole n'est plus le même, mais même les Warriors ne sont plus les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Draymond, merci pour tout ce que tu as apporté. Moi, je pense qu'il était temps de se séparer de lui, faire plus de place à Kuminga, faire plus de place à Poole et à d'autres joueurs qui auraient pu s'intégrer dans ce collectif et faire en sorte que le poids de l'attaque ne soit pas uniquement sur Steph Curry. Parce que là, on est clairement sur un truc de Steph Curry fait un grand match, on gagne. Oui, il fait pas un grand match. C'est bizarre, là. Et même quand il fait un grand match, on n'est pas sûr de gagner. Et Jimmy Butler, on t'attendait sur ce côté-là, t'apporte, mais on sent pas que c'est plus utile que ça, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je suis d'accord avec toi sur un point, sur la raquette. La raquette, on le sait, t'as raison là-dessus. Et on sait que là, les Warriors cherchent absolument à recruter. Hein. On parle de Daniel Gafford, on parle de Nick Claxton, on parle aussi de Robert Williams, qui pourrait impacter dans la raquette. Même un triple J. Tu vois, Jaren Jackson Jr., tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est juste déjà même prendre des rebonds. Tiens, juste ça. Prendre les rebonds, soit offensif ou défensif, tu vois. Faire le sale boulot à l'intérieur, parce qu'on sait que les grosses équipes, des fois, c'est le sale boulot qui est fait, mais qu'on ne voit pas. Tu sais, c'est le travail de l'ombre, ou, tu vois. Donc, je pense que les Warriors vont devoir recruter très vite. La deadline, c'est le 5 février. Donc, on n'est pas très loin. Il reste un mois, près d'un mois et demi. Va falloir faire des changements. Et très vite, s'ils veulent que Steph puisse être concurrent au titre encore cette année. Cette année, ça va être compliqué. Cette année, c'est mort. Peut-être l'année prochaine, mais ça va dépendre des trades qu'ils font. Qui veut y aller. Parce que les mecs prennent de l'âge, la cohésion d'équipe, elle est pas super folle. Pour moi, là, ils sont empêtrés dans un truc. Vous avez payé Draymond, vous lui avez donné un gros contrat, donc en termes de salary cap, il n'y a pas beaucoup de possibilités de faire grand chose non plus. Je sais pas. C'est quand je vois ça et que je vois des mecs. Alors, on n'attrapez pas ma veste quand je dis ça, mais je vois vous avez pris Al Horford. Moi, je vois des intérieurs qui sont plus en NBA. Je sais pas, un Dwight Howard et tout. Ça peut rendre quelques services. Oui. Ça peut rendre quelques services. Je dis pas que c'est le mec qu'il faut, je sais pas quoi, mais celui qui avait été meilleur 6e homme avec les Lakers, avec les Clippers, c'est qui a fini chez les Lakers. Là. Le Loxé, là, j'ai oublié son nom. C'est un mec qui peut rendre des services. Tu vois, il est plus en NBA. Mais c'est des mecs qui peuvent rendre des services. Enfin, il y a clairement un besoin de prendre des rebonds et de solidifier la raquette, et vous le faites pas. Je fais mon GM du dimanche, mais moi, je sens pas qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est Harrell. Pas André Harrell. Montrez Harrell. André Harrell, c'est quelqu'un d'autre. Mais je sais pas où va cette franchise, mais clairement, pour moi, vous avez le meilleur shooter de l'histoire. Vous ne lui donnez pas l'effectif là qui peut lui permettre de maximiser ces dernières années.
Je sais pas s'il va jouer jusqu'à 40 ans comme LeBron. Il a la capacité parce que voilà, on voit qu'il est encore en forme et tout, mais faut lui donner un effectif qui est capable d'aller au moins d'être contenders, quoi. Donc, moi, je suis mitigé un peu. Je suis entre les deux. 6-7, truc. Je me dis qu'en vrai, les Warriors, ils ont encore des bases solides parce que, en fait, tant que Curry, il est là, il est à ce niveau, on ne pourra jamais enterrer l'équipe. C'est impossible et tout. Ils ont l'expérience, ils savent gagner. Ils savent gérer une saison longue. Mais maintenant, il y a des doutes réels parce que la défense, l'attaque n'est plus pareille. Genre, elle n'est plus aussi dominante qu'avant. On n'a pas une équipe régulière aussi. Et je trouve que c'est une équipe aussi qui dépend beaucoup des performances individuelles. Genre, beaucoup trop même. C'est plus, ok, vas-y, ils peuvent remonter, mais non, genre, ils font plus peur comme avant. Genre, on se dit plus, vas-y, je vais voir comment les Warriors. Non, c'est plus pareil et tout. Pour moi, enfin, ouais, faut prendre du recul, beaucoup de recul avec eux. Et bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai. La difficulté, elle est que tu as besoin de gagner là tout de suite. Et si tu peux pas dire, vas-y, on reconstruit un projet. Là, tu as Steph Curry qui a 37 ans. Faut en profiter là, c'est aujourd'hui pendant qu'il est encore là. Mais encore une fois, qui veut venir? Il y a des gens il y a quelqu'un qui a dit, Giannis aux Warriors. Ça fait partie des rumeurs qui sont là, etc., etc. Donc, peut-être que ça. Alors, clairement, Giannis, il vient, il résout beaucoup de problèmes. Et peut-être qu'il en fait des contenders. Mais je vois pas Giannis aller là-bas. Ouais, et surtout que tu mets Giannis là-bas, t'enlèves qui? T'enlèves tout. En vrai, t'as plus d'effectifs. T'as plus d'effectifs. Parce que ce qu'il faudrait donner en échange, ouais, effectivement. Déjà, un Butler, déjà, ça saute. Déjà, pour commencer, un Butler, hop, ça saute. Et ça, voilà, on le sait. Mais Giannis, je pense pas qu'il partira là-bas. Je pense pas aussi. Mais on tentera de Giannis à un autre moment. Ouais, faudra parler du feuilleton Giannis, parce que tous les jours, tu vois des breaking news. Ouais, tous les jours. Et il a pris un sandwich, breaking news. Et il est parti au restaurant. On en parlera début de l'année 2026, on verra où il va aller. Ouais, j'ai hâte. Bref. Maintenant, on va parler des amours de ma vie. Les Cleveland Cavaliers. Si c'est l'amour de ta vie, là, t'es en goumin. Mais le goumin, il est... Il faut que Joe défiler, là. Comme avant. Là, on est sur... Oh là là, j'ai mal à la tête. Tu veux que je présente pourquoi la rubrique? S'il te plaît, mon cœur, là, il est serré, là. Alors, on va parler de cette équipe de Cleveland Cavaliers. 15-14 depuis le début de saison. Donc, c'est une saison assez décevante. À l'Est, on sait, ils ont beaucoup flirté avec la 9e, 10e place. Là, ils sont à la 8e place aujourd'hui. L'année dernière, c'est un 64-18. Si je ne me trompe pas. 64-18. Mais une défaite au second tour contre Indiana qui, je pense, a laissé pas mal de séquelles. Une défaite sale. Ouais, 4-1. C'est 4-1 pour une équipe qu'on voyait déjà quasiment en finale de conf Est ou même en finale NBA, vu la saison magnifique qu'ils étaient en train de faire. Oui, on est d'accord. Oui. Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe à Cleveland? Parce que toi, quand en contact avec Donovan, qu'est-ce qu'il te dit? Je comprends pas. Je ne comprends pas cette équipe. Parce que un jour, on est là, on fait des... Attendez, déjà, juste parlons des... le match contre les Charlotte, là. Les Hornets, oui. J'ai jamais vu... Charlotte, je regarde la NBA depuis que j'ai 14 ans. J'en ai 25 aujourd'hui. Mais... quand même, donner ton âge comme ça. Ça va, c'est rien. Il y a des loups ici. Non, ça répond à beaucoup de demandes que les gens se posent. Quel âge a Thierry? Voilà. Bref. J'ai jamais vu un overtime où tu ne marques pas de points. J'ai jamais vu ça de ma vie. Comment t'es Cleveland? T'as quand même une équipe, genre, c'est pas rien, genre, c'est pas n'importe quoi. On a vu ce qu'ils pouvaient faire l'année dernière. Qu'est-ce que vous nous faites là aujourd'hui? Je ne comprends pas. Pour moi, il y a 3 problèmes. 3 problèmes. Déjà, il y a un manque d'équilibre, genre, entre les extérieurs, déjà. T'as des gens comme Lonzo Ball qui essayent de shooter, mais ils n'y arrivent pas. Arrête de shooter! Lonzo, arrête de shooter, je vous en supplie. D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous m'entendez, tradez-le autre part, qui retourne à Chicago, je sais pas, quelque chose. Mais moi, j'en ai marre. Au début, en plus, j'avais peur, je me suis dit, Lonzo, encore donnez-nous la mélo, vas-y. Mais Lonzo, je sais pas, j'ai peur. Mais on lui laisse sa chance. Un match, pitoyable. 2 matchs,
Puis toi, vas-y, on lui laisse sa chance. 3 matchs. Oh, c'est bon. Au bout d'un moment, on est fatigué, c'est bon. Mais virez-moi. Et Hunter aussi. Voilà. Alors, Hunter, en fait, son problème, c'est que depuis que Ty Jerome, là, on l'a trade, là, il a dit, vous avez jeté mon pote. Ok. Bah, moi, je fais plus rien dans la franchise. Je peux il fait du boudin. Ouais, il boude de ouf. Alors qu'on sait ce qu'il est capable de faire. Mais là, Cleveland, s'il vous plaît, là, on est dans la zone des play-in. S'il vous plaît, réveillez-vous. Là, en fait, j'ai dit des choses dans cette émission. Arrêtez de m'embarrasser, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va te ramasser d'une manière. Hein. Je pense que c'est pas. On va te ramasser à la petite cuillère. Je pense que ça va bien se passer. Mais son discours, elle nous a dit oui, je vois Cleveland. Pourquoi pas continuer pour le titre? Je suis désolée, mais t'as vu la saison dernière? Ils ont fini en demi-finale de conf contre Indiana en faisant 1-4. Ah, belle saison. Mais moi, il y a des choses qu'on va évoquer et je pense que Flexa va être d'accord avec moi. Donovan Mitchell n'est pas un leader. D'accord? Voilà, Donovan Mitchell n'est pas un leader. Alors, je vous explique pourquoi je pense ça. Donovan Mitchell, c'est la même chose. Ce qui se passe là, c'est la même chose qui se passe à Utah avant. C'est-à-dire... Ah ouais, tu trouves? Je vais vous expliquer. C'est des saisons régulières qui sont plutôt bonnes, etc. Et dès qu'on arrive dans les matchs coup près, c'est Donovan Mitchell qui score beaucoup, mais qui n'emmène pas son équipe au-delà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Okay. L'année dernière, Donovan Mitchell, il a 30 points de moyenne, il score. J'ai pas de problème avec Donovan Mitchell cette saison en termes de scoring. Ce qu'on attend. Tu dis ça. Mais toi aussi. Voilà. Mais ce qu'on attend de Donovan Mitchell, et pas que lui, hein, mais tu dois maintenant passer un cap. Là, c'est bientôt ta 9e année en NBA, bientôt 10e. Tu prends cette équipe-là et tu te ramènes ça au niveau. Ça ne marche pas. Tu vois que là, vous ne gagnez pas. C'est toi qui dois remotiver ton équipe. C'est toi qui dois taper du poing pour dire, il y a un problème. Ça n'avait pas été le cas en playoff contre Indiana. On l'avait déjà vu. Hein, ils ont laissé les matchs passer. Là, on est à un tiers de la saison. C'est des matchs perdus, mais c'est des matchs perdus contre n'importe qui. Il faut voir contre qui. Vous perdez contre Golden State, l'équipe C de Golden State. Vous perdez 2 fois de suite contre Chicago. Vous perdez vous gagnez contre les Wizards à la fin du match. Vous prenez 126 points par les Wizards. Vous jouez contre les Hornets. Vous mettez 0 points dans la prolongation. On peut remonter loin dans ça, dans les défaites totalement dingues que Cleveland a fait cette saison. Cleveland était censé être top 4, top 3 cette saison, sans discuter. Tellement. Tu devais avoir les Knicks dedans, tu devais avoir Détroit et même Boston. On n'a pas parlé depuis le début de la saison, qui font une saison plutôt bonne avec l'absence de Tatum. Je suis désolé, Cleveland. C'est tout droit. Il y a qui? Mais sauf que Cleveland, apparemment, c'est pas une équipe... Enfin, cette ère de Cleveland-là, c'est pas une équipe qui aime la pression, apparemment. Dès qu'il y a les lumières sur eux, bizarrement, ça joue pas bien du tout. Voilà. Et pourtant, ils ont un effectif qui est plutôt correct. Mais très bien. Même. Conférence Est, tu vas te permettre d'être 8e. Merci. Franchement... ça fait partie des choses qui s'expliquent pas vraiment, à part par l'aspect mental, en fait. Je pense que ce qu'ils ont pris l'année dernière, là, c'est l'une des meilleures équipes de la NBA. Et à 64 victoires, c'est ça? Ouais, 64 victoires. Et tu te fais sortir comme ça, salement, ça laisse... En fait, ça a laissé des failles, ça a agrandi des failles, mais béantes dans le leadership. Comme tu le dis, Donovan Mitchell, ça n'a jamais été un leader. Pour moi, c'est un excellent joueur de basket. C'est peut-être l'un des meilleurs. En plus, j'étais au match il y a 2 ans maintenant, entre les Nets et les Cleveland Cavaliers. Le fait de le voir en vrai, c'est impressionnant. Le mec, il bondit partout, il est présent. Incroyable. Sauf que je ne le sens pas être un meneur d'hommes. Les gars, montez sur mon dos, on y va. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu un débat cette semaine où des mecs, dans une émission d'un podcast, parce qu'on en consomme beaucoup, le mec comparait, d'un point de vue niveau intrinsèque, SGA et Donovan Mitchell. Et il y a des mecs qui disaient, mais pound for pound, genre au niveau du poids, de la taille, etc. Pause. Donovan Mitchell est même meilleur que SGA. Sauf que SGA, il a ce leadership. Il prend l'équipe sur son dos. Les gars, je vous emmène, on y va. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il y en a qui a 32, l'autre qui a 30 et tout. Donc, c'est un peu similaire, etc. Attention, je suis pas en train de dire que l'un lave l'autre.
Il y a personne qui lave personne. Hein. C'est du basket de très, très haut niveau. Mais c'est ce côté-là, leadership, parce qu'ils ont un excellent coach, qui est à Atkinson, qui connaît le basket. En plus, il y a un bon effectif. Tu t'as tapé sur Lonzo Ball. Lonzo Ball, il revient de loin quand même. Il était blessé pendant longtemps. Donc, il revient. Moi, quand je vois qu'ils prennent Lonzo Ball cet été, je me dis, c'est une belle acquisition. Il va pouvoir se relancer, etc., etc. Donc, est-ce qu'on lui en demande trop? Moi, je pense que quand tu as été absent plusieurs saisons comme ça, il te faut au moins une saison complète pour te remettre. Donc, c'est même pas sur lui que j'ai envie de taper. Mais j'ai vu un autre classement. Le classement des joueurs qui ont le plus régressé cette saison entre l'année dernière et cette saison-là. Dans le classement, il y a Darius Garland. Oui. Bon, là, cette saison, cette nuit, là, dernier match, il a fait un gros match. Il a 35-8 et il a mis ici 3 points. C'est bien. Mais sur la saison, tu sens plus que t'es là, t'es plus vraiment concerné par le projet, je sais pas. Après, ça a été dit que les deux seuls intouchables de cette équipe-là, c'est Donovan Mitchell et Evan Mobley. Donc le meilleur scoreur et le meilleur défenseur. Donc ça veut dire que Cleveland, là, s'ils font des changements, Darius Garland déjà intéresse pas mal d'équipes. Tout comme Jarrett Allen, tout comme DeAndre Hunter. Là, pour moi, je pose la question, est-ce qu'il faudrait changer des choses dans l'effectif ou il faudrait avoir des trades? Parce que concrètement, moi, cette équipe, vous voyez Cleveland l'année dernière, la saison qu'ils ont faite, ça me rappelle un peu la saison d'Atlanta. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2015, je crois, où ils gagnent 60 victoires, où carrément, à un moment dans l'année, les joueurs du mois, c'est le 5 majeur d'Atlanta. Et Celtic, tout ça, là. Ouais, voilà, ils se font froisser par Cleveland de LeBron en playoff. Et après, on n'a plus retrouvé cette dynamique-là. Exactement. Et je pense que Cleveland, on le disait l'année dernière, c'était l'année du titre. C'était l'année ou rien. Il fallait aller chercher cette année-là où c'était possible. T'avais l'effectif, t'avais tout le monde qui était concerné, t'avais un coaching qui était excellent, t'avais une conférence Est avec un Tatum qui s'est blessé, qui était open, je pense. Indiana, qui a vite compris la chose, et qui allait tout droit. Après, voilà, il y avait pas mal de moments clutch, il y a eu pas mal de choses du destin qui sont jouées, mais il va falloir vite se redresser pour Cleveland, parce que concrètement, jamais j'aurais pensé que Cleveland serait là en fin décembre à la 9e place. Tellement. Avec l'effectif et avec les dernières saisons qu'ils nous font, où on voit que... Oui. Mais c'est peut-être contradictoire avec ce que je viens de dire, mais le seul truc qui peut changer, c'est quand il y a un problème vraiment mental. Le seul truc qui peut sauter, parce que tu peux changer les joueurs et tout, c'est le coach, malheureusement. Et c'est pour ça que coach, c'est un métier ingrat, parce que des fois, c'est pas de ta faute, entre guillemets, mais c'est toi qu'on doit sauter. Mais un autre coach qui vient avec une autre mentalité, peut-être qu'il peut insulter les joueurs ou je sais pas, enfin quelque chose pour faire un électrochoc mental qui leur permet de se retrouver mentalement. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, comme en plus la conférence S c'est un peu plus compétitive que prévu cette année, je trouve. Voilà, faut quand même donner les fleurs quand même à la conférence S qui est pas mal et beaucoup critiquée. Mais surtout que l'attaque elle est rouillée. Il y a pas ça se bat même plus. L'énergie elle est plus présente. La régularité est beaucoup moins présente. Donc tout ça, t'as beau dire le coach sur le coup, parce que des fois, il y a des fois des manques d'ajustement de la part du coach. Mais la plus grande différence, Cleveland, c'était une équipe qui se battait sur tout l'an dernier. Cleveland, c'était des morts de faim. Rendez-moi cette équipe. C'était chaque match, il fallait les prendre. Ça rappelait un peu, on comparait beaucoup l'année dernière Cleveland et OKC. Dans le sens où c'était une jeune équipe, mais qui se battait pour tout, qui avait envie. Tu vois, OKC 68 victoires, Cleveland 64 victoires, c'était les deux meilleures équipes de la saison. Aujourd'hui, t'as une équipe comme OKC qui a continué à glow up, à être cette équipe-là qu'on attend d'eux. Et là, Cleveland, elle descend tous en fait. C'est clairement l'équipe, pour moi, avec les Clippers, la plus décevante de cette année. Voilà. Bon, je vais pas parler plus long. Bon. Voilà. Pour moi, Cleveland a des problèmes. Il y a des ajustements à faire qui sont nécessaires même. Mais pour moi, c'est pas une équipe morte. Après, je dis ça parce que non, c'est pas une équipe morte. C'est pas une équipe morte. C'est pas une équipe morte. Même si on n'est pas fan d'eux, mais je pense qu'il va falloir faire un gros mois de janvier. Ça va faire beaucoup de bien et ça va relancer les choses. Parce que sinon, je pense que ça va faire mal. C'est qui tout double. Là, je pense que Golden State, c'est un peu comme Cleveland. C'est qui tout double. Si tu rates ton mois de janvier, là, alors que t'as déjà un bilan un peu vite. Après, il y a la trêve du All-Star Game et après, c'est parti. C'est la trêve du All-Star Game, justement. On va faire des miracles. Ouais, voilà, exactement. C'est-à-dire que tu vas essayer de chercher la 9e, 10e place. À la limite, tu peux aller en play-off. Mais c'est encore un peu plus compliqué. Tu perds beaucoup d'énergie. Et c'est-à-dire que tu peux même perdre. Parce que là, en play-off, si tu prends les play-in, encore ça va, ils peuvent gagner Atlanta, ils peuvent gagner Chicago.
Bah, après, ça veut dire que tu tomberais dès le début contre Détroit, contre New York, par exemple. Ou même les Warriors, si tu joues les play-in, tu tomberais peut-être contre OKC ou contre Denver le premier match. Enfin, la première série. C'est se tirer un peu une balle dans le pied, quoi. Ouais, clairement. Voilà. J'ai peur. Donc voilà. Il fallait qu'on parle comme de Cleveland, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de saison. Mais Ali, ressource tes gars. Hein, voilà. Passe un coup de fil. Moi, j'ai dit, si qui me sauve sur Twitter, j'ai dit, s'ils perdent encore un match, moi, je vais arrêter de parler. Tu descends du train. Non, je descends pas, je traîne pas tout de suite, pas maintenant, mais juste, je vais arrêter juste de parler d'eux, là. Juste, moi, je vais faire comme le fan, là, des Clippers, là, qui a écrit une lettre en disant, oui, ça y est, je quitte. Je vais faire la même chose. Moi, je peux pas, vous pouvez pas me faire ça, là. Le mec, une grève de la faim, je sais pas quoi. Le mec, il a écrit une lettre, il a dit, oui, bonne continuation pour les Clippers, il est parti chez les Lakers. Ouais. Oui, mais... Oui, c'est le petit frère, oui, c'est parti, oui. Bah, regarde, on l'a pas dit tout à l'heure sur les Clippers, mais il y a quelques années, le comportement qu'ils avaient avec le fan historique des Clippers, là, le Ronox s'habille toujours avec les vêtements des Clippers, etc., etc., mec, c'est plus parler. Clipper Darrell, il avait dit, ouais, arrête, genre, tu nous affiches et tout. Il a dit, vous voulez que tu peux faire ça, tu peux arrêter et tout. Il avait pleuré à l'écran, tout, c'était triste. Je dis, c'est ça, des trucs comme ça qui te maudissent. Enfin, bref. Moi, moi, je pleure. Le seul truc qui pourrait remettre un peu d'excitation, seulement de l'excitation, et recréer une dynamique, peut-être pour Cleveland pour l'année dernière, ce serait éventuellement un éventuel retour de LeBron. Si LeBron il revient avec cet effectif-là, etc., ça peut peut-être recréer un truc autour de LeBron, etc., parce que c'est quand même un bon floor général quand il est certes. Quand il veut vraiment aller en mission pour aller chercher un titre et tout, avec l'effectif qu'il y a là, tu rajoutes un LeBron. Pour finir sa carrière. Et tout. Peut-être qu'ils peuvent partir sur une dernière bataille ou peut-être pas aller prendre le titre, mais faire un truc bien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et surtout changer les mentalités. Peut-être, oui. Parce que quand t'as un LeBron dans là, je vois rien d'autre. Ok. Moi, en tout cas. Non, ok, je capte, mais vas-y, moi, je sais pas, le retour de LeBron. C'est LeBron prend beaucoup de place, hein. Après, faut clairement, pour sa carrière qui est immense, faut qu'il finisse à Cleveland, tu vois. Je veux dire. Ce serait beau, ce serait magnifique. Pour moi, c'est ce qu'il fallait aussi. Tu vois, le kit sans Macron, il y a un crâne. Mais je pense pas qu'il... Je suis très mitigé. Moi, en tout cas, ça me fait peur. Dis-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous voyez bien le retour d'un LeBron à Cleveland pour redynamiser, prendre le dernier titre là-bas? Très beau. Moi, il va tout manger, là. Alors, si vous me permettez, chers amis, je vais prendre un temps mort. Ok. Donc, mettez le minuteur, s'il vous plaît. Oui, vous me dites quand je peux y aller. On prépare ça. Vas-y. C'est bon? C'est bon. Alors, la semaine dernière, j'ai tenu des propos outranciers pour certains. Parce que quand Mills m'a interpellé, il a dit que Wemby prenait des conseils auprès de Kevin Garnett. J'ai dit, oui, Kevin Garnett, c'est qui? Alors, il y a un pote qui m'a appelé, c'est un fan des Celtics et tout. Il m'a dit, mais comment tu peux dire ça? Alors, je suis pas fou. Évidemment, Garnett, c'est un très, très grand joueur. Quand je dis ça, comprenez bien le contexte dans lequel je le dis. On me dit que Wemby, s'il est bon aujourd'hui, là, c'est parce qu'il est parti voir Kevin Garnett. Kevin Garnett, tout grand joueur qu'il soit, quand tu t'appelles Victor Wembanyama, tu peux appeler, tu l'as dans tes numéros favoris, un mec qui s'appelle Tim Duncan, qui a fait l'amour par devant, par derrière à Kevin Garnett toute sa carrière et qui est pas un aboyeur. C'est un cold assassin. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as des choses à apprendre pour savoir comment gagner un titre sans aboyer, sans faire du cinéma, là, tu vas voir Tim Duncan. Pour ton dribble, il y a un mec qui s'appelle Jamal Crawford qui t'aide. Tu vois, pour la gestion de la balle, etc., etc. Pour moi, Wemby, là, il a pas besoin de Garnett pour apprendre à aboyer et tout. J'ai pas envie de ça pour Wemby. J'ai pas envie que ce soit un mec qui crie sur le terrain et qui, dès que ça devient chaud, il se cache derrière les mecs de la sécurité. T'as pas besoin de ça. Tim Duncan est capable d'enseigner à Wemby comment gagner. Voilà. Okay. T'es d'accord avec moi J'ai du mal avec tes propos. Non, mais tu vois ce que je veux dire quand je dis ça, c'est que si t'as des choses à apprendre, si t'as Duncan, t'as pas forcément besoin de Garnett. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire et carrément tu fais bien d'évoquer ce sujet en fin d'émission. Après, peut-être que Tim Duncan, c'est peut-être pas un mec qui sait enseigner aux gens. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, à mon avis, Tim Duncan, il a déjà
à avoir des conversations avec Wemby, je pense. C'est comme les cercles des Spurs, on sait comment les Spurs se soudaient entre eux. Après, on sait que Wemby, il est un peu cherché de gauche à droite, il sait qu'il est parti voir beaucoup de personnes. On sait qu'on a vu des images avec Kevin Garnett, on sait pas ce qui a été dit, hein. Mais moi, en tout cas, quand j'ai vu, Wemby arriver et un côté un peu plus arrogant sur le terrain, un côté un peu plus trash talker, oui, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Moi, le lien, pour moi, il va très vite, hein. Est-ce qu'on a besoin de ça? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on a Faut besoin pas de ça? qu'ils prennent les mauvais exemples. Après... Parce que Garnett, l'aboyeur. Tu sais, moi, je suis assez vieux pour le coup, pour me souvenir de Garnett quand il était à Minnesota. C'est un mec qui n'avait pas gagné une série de playoffs. Avant la saison où il prend le MVP, etc., etc. Ouais. C'était très compliqué. C'était un loser. Oui, il arrive à Boston et tout. Là, il te font le mec, je suis allé en finale de conférence toute ma vie. C'est pas vrai. C'est comme les Celtics de Paul Pierce et Antoine Walker. C'était pas des équipes qui gagnaient 60 matchs par saison. Oui, doucement. Vous avez gagné vos titres, etc., etc. Mais ne faites pas croire que vous êtes les champions ultimes. Non. Quand on va parler de champions de culture de la gagne, je vais voir beaucoup de gens avant vous. Non. C'est ça que je dis, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, mais après, il faut remettre le contexte. Si Minnesota gagnait pas une série de playoffs à ce moment-là, on va pas se mentir, les équipes à l'Ouest étaient beaucoup plus robustes que... Et quelle équipe, par exemple? Los Angeles Lakers, par exemple. Et Sacramento. Et les San Antonio Spurs avec un mec qui disait rien, mais qui te mettait 25-10 tous les soirs. Et qui prenait le titre à la fin. Sans faire de trash talk. Non, mais je suis d'accord. Vous savez, on peut en parler après. Hein, oui, c'est vrai. Voilà. Mais voilà. Garrett, il est arrivé à Boston, il a gagné son titre. Là, il aurait pu être MVP des finales, je pense, pour moi. Il est arrivé, il a gagné son titre directement. On peut pas lui enlever ça. Non, bien sûr, mais personne n'enlève rien du tout. Bah après pour moi, la titre de gagner, c'est ce qui a fait de lui toute sa carrière. Voilà, il se motive comme ça, il était performant comme ça, il a été MVP, il a été meilleur défenseur de l'année. Je pense qu'il a quasiment presque tout gagné, à part le MVP des finales. Qui prennent des conseils de Wemby de chez Garnett, moi, ça me dérange pas. Parce que moi, j'aime Garnett. Je vais pas te mentir. Moi, ça me dérange pas. Maintenant que Wemby devient un trash talker, alors que de base, ça n'est pas un, peut-être que, tu vois, en plus, il devient un trash talker, mais même, il est même trash talker, même dans les interviews. Hein. Là, même son comportement, il a même changé aussi, même en dehors, comment il parle, avec beaucoup plus d'assurance. Va en playoff avant de faire du trash talk là. Va en playoff. Ouais, mais sauf que. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ça vous dit pas qu'on en parle juste après? Fais 2-3 trucs en playoff, après, vas-y, tu peux trash talker. Parce que c'est trop facile après. Tu es un aboyeur, mais mon gars. Ouais, mais ça veut dire que moi, t'es un aboyeur avant, ça veut dire que t'assumes ce que tu fais avant, et après, quand tu vas en playoff et que tu gagnes, t'as assumé avant, tu fais après. Ça peut être pris des deux côtés. Mais après, en NBA, tu peux pas être trop humble. Tu le sais très bien. Tu sais comment ça marche en NBA? Moi, je te dis, je te donne un exemple d'un mec qui a joué dans sa franchise. Excuse-moi, on arrête. Il y a que Tim Duncan et Hakeem Olajuwon à qui c'est passé. On va pas se quitter maintenant, on peut parler maintenant, vous savez. Là. Pardon. Je vois, ça commence à parler dans un autre sujet, là. Faut même carrément rajouter un nouveau titre, là. C'est comme les tontons, ils disent au revoir, après ils continuent encore. Voilà. Mais de toute façon, voilà, on arrive à la fin. Vous pouvez en parler après, vous inquiétez pas. Bref, en tout cas, merci de nous avoir regardés, de nous suivre de chez vous. On vous aime et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, exactement.